Pour avoir un certain succès en investissement, il faut savoir définir notre cercle de compétences. On reçoit donc aujourd'hui au podcast le spécialiste financier économique Steve Deschaines. Bienvenue à Garde le change. Sam Nadeau, encore une fois, salut. Salut David. Écoute, je suis bien content que tu sois là encore une fois. Je suis content que tu m'aies invité, En tant comme à que chaque fois. mon co-animateur préféré. Ouais. Steve Deschaines, salut. Ben, bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Ben, merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. On va commencer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un cercle de compétences? Le cercle de compétences, en fait, c'est de connaître ses investissements et de les connaître correctement. Ce qui est important lorsqu'on investit, ben, c'est de savoir ce que notre placement représente. Dans certains cas, c'est facile. Une action, ben, tu connais la compagnie, ça se déduit assez rapidement. Dans d'autres cas, ben, ça peut être des fonds négociés en bourse, ça peut être d'autres instruments. Et souvent, ben, c'est relativement complexe. Alors, si on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans, j'ai le goût de dire, c'est peut-être une bonne raison d'éviter ou de s'informer pour bien comprendre avant de procéder à l'investissement. Ah, c'est comme être un peu dans sa zone de confort. Oui, ben c'est ce qui va nous permettre de comprendre ce que notre investissement va faire, puis peut-être de bien passer au travers certains problèmes. Bon, les marchés boursiers ont tendance à se promener, ça monte, ça baisse à l'occasion. Lorsque ça recule, ben, c'est toujours dérangeant. Et souvent, lorsque ce sont des produits qu'on comprend bien, des entreprises qu'on connaît bien, on a une tolérance au risque beaucoup plus forte. Et ça, c'est extrêmement important d'être capable de tolérer le risque en période de volatilité. Pour garder notre sang-froid. Pour garder notre sang-froid, c'est que si tu te sens à l'aise, ça va bien. Quand tu ne sais pas trop ce que tu détiens, ben, tu es un peu, un peu stressé. Tu vois que ça recule, ça va pas bien. Donc, tu as le goût de vendre, là, peut-être un peu en panique pour rien. Mais en investissement, quand on prend des risques, parfois, ça peut aussi être bon, là. Ben, il faut prendre un certain risque. Ne serait-ce que quand tu investis dans une compagnie, une action, par définition, c'est un risque que tu prends, mais c'est un risque que tu connais. Ouais. C'est-à-dire que si tu investis dans des grosses entreprises très, très traditionnelles, c'est facile, le risque est moins grand. Si tu vas aller vers des nouvelles technologies, il n'y a pas nécessairement de problème, ça peut être aussi très bon, mais à ce niveau-là, j'ai le goût de dire, il faut encore plus peut-être savoir de quoi on parle. Ouais. Facile de regarder dans le passé, voir une historique de 40-50 ans de Johnson Johnson, où il y a des chiffres financiers assez stables. Quand une nouvelle entreprise comme Tesla qui te dit on vend quelques voitures, mais on va en vendre des millions dans 4-5 ans, ben, tu as besoin de faire peut-être une analyse un peu plus complète là, du détail de la compagnie et du secteur. Si on prend exemple, ben, je ne sais pas, là, toi ou Sam, avez-vous conscience de certains cercles de compétences dans lesquels vous excellez? Mais Est-ce que c'est plus clair? Moi, personnellement, je fais beaucoup dans la grande capitalisation. J'ai passé ma carrière là, à ce niveau-là. Alors que moi, je fais beaucoup, c'est de l'analyse fondamentale financière. Alors, je regarde beaucoup de ratios parce que je ne peux pas avoir la prétention, à titre d'exemple, de dire je connais tout ce qui se passe dans la compagnie Procter Gamble. Ils ont plus de 20 produits avec des ventes d'1 milliard. Il y avait 3000 produits, ils ont réduit ça à 300 dans les mois. Il y a énormément de choses dans une entreprise que tu ne peux pas connaître, mais tu peux quand même avoir une bonne idée là, de ce que l'entreprise fait, et en particulier à l'aide de ratios financiers quand c'est des gros joueurs. Okay. Quand c'est des plus petites entreprises, ben là, tu as besoin d'une analyse différente pour essayer de comprendre un peu dans quel marché ils vont. Est-ce qu'il y a un marché pour commencer? Est-ce qu'il y a des développements potentiels? Est-ce que la compagnie est vraiment un leader? Si je donne un exemple peut-être d'une entreprise québécoise, si on parle de Lion Électrique, ben Lion Électrique, dans le domaine des autobus et des camions électriques, il faut s'y connaître un peu parce que si tu ne sais pas que Rivian existe et qui est un joueur majeur qui est possédé à 20 par Amazon, ben, tu as un problème parce que Lyon a eu un beau contrat avec Amazon. Ah, mais je te coupe, Steve, excuse. C'est un super de bon exemple là, parce que, tu sais, Lyon Électrique, si on regarde ça de l'extérieur, ils font des autobus électriques. C'est pas rocket science, comme on dit en anglais. Par contre, ce que tu viens de dire, notre cercle de compétences, c'est aussi connaître c'est qui les compétiteurs puis sont détenus par qui aussi. Parce que Rivian, bon, on peut dire, OK, c'est une compagnie qui n'a pas vendu un auto encore. Par contre, Amazon, qui a une flotte de véhicules incroyable, possède 20 des actions. Fait qu'on peut-tu anticiper qu'ils achètent des dizaines de milliers de véhicules, voire peut-être des centaines de milliers. Fait que, tu sais, cercle de compétences, des fois, c'est pas juste la compagnie, c'est autour de cette compagnie-là. Là. C'est quoi les menaces? Puis, Ben, est-ce qu'on peut dire que plus la capitalisation d'une compagnie est petite, plus il faut porter attention? Est-ce que c'est ce que je comprends? Ben, moi, si tu me poses la question, je te dirais que oui. Tu sais, la gouvernance aussi des petites entreprises, des petites capitalisations n'est pas la même qu'une très grande entreprise. Il y a des règles
sais, des fois, qui sont peut-être un petit peu, on va dire, qui sont un peu plus élastiques dans les petites capitalisations versus les grandes, ben, sont beaucoup plus scrutées. Donc, tu sais, oui, oui, il y a des scandales, là, mais ça reste que, à mon avis, il y en a beaucoup moins dans les grandes entreprises. Je sais pas ce que tu en penses, Steve. Oui, ben c'est ça. Ben, par définition, Ah en ouais, partant, excusez de te vas-y. recouper, mais moi, j'aurais pensé le contraire, dans le fond. Ah ouais? Puisque, ben, plus l'entreprise est grande, plus, si je comprends bien, plus elle est structurée, c'est ce que tu dis, mais Ben, elle est structurée, mais tu sais, les conseils d'administration, un peu, c'est les watchdogs en Mhm. anglais, là, ben, tu sais, ça reste qu'ils regardent la compagnie, ils posent des questions, tu sais, les journalistes posent des questions au ouais, trimestre, whatever. Fait que, tu sais, ça reste qu'ils sont scrutés, fait qu'ils font attention à ce qu'ils font, puis ils ont un département légal qui est quand même assez ok, ouais. large. Voir les petites capitalisations, admettons, on parle du 200 millions et moins ou 100 millions et Mhm. moins. Tu sais, des fois, c'est des entreprises qui ont un bureau, puis un centre de distribution, puis ça s'arrête là, puis sur le conseil d'administration, il y a 3 membres de la famille, là. Ouais, c'est vrai. Fait que, tu sais, des fois, ça peut jouer là-dedans, là. OK. Ouais. Mais vas-y, Steve, continue. Ben, c'est effectivement ça. C'est que les petites capitalisations, dans une grande mesure, tu es dépendant de quelques personnes, voire Hmm. même d'une seule personne dans bien des cas. Et à ce niveau-là, ben, il faut que tu saches que cette personne-là est là. Si demain matin elle décède, tu n'as pratiquement plus d'entreprise dans Mais non. certains cas. Là. Alors que si je reviens à mes exemples, un Johnson Johnson ou une Banque Scotia, ben, il y a 6 vice-présidents qui sont particulièrement compétents, qui peuvent prendre la place normalement à pied levé. Et souvent, dans ce genre de grande entreprise-là, ce n'est pas dépendant non plus seulement d'un leader. Je veux dire, tu as énormément de gens. Je regarde chez nous, chez Desjardins. Oui, on a M. Cormier qui est notre leader, qui est le président du mouvement, mais Desjardins tient au travail de ses 50 000 Ouais. employés avant toute chose, j'aurais le goût de dire. Donc, dans ce scénario-là, une grande entreprise est comme protégée par la multitude Ouais. d'employés, par la multitude de produits, de clients. La petite entreprise, souvent, beaucoup moins de clients, peu de produits. Donc, dans le cas de Lyon, si à titre d'exemple, il y avait un grave problème avec les autobus électriques, ben, il ne reste pas grand-chose. Alors, petite Hmm. capitalisation, c'est vraiment un monde très différent là, auquel il faut faire encore beaucoup, beaucoup plus attention, à mon avis, et aller voir de beaucoup plus proche ce qui se passe. Quand on parle de, bon, on va évaluer un titre, on va évaluer une compagnie, ça serait quoi peut-être 4-5 indicateurs qu'il faudrait regarder qui nous donneraient un bon portrait de la situation? OK. Ben, dans la plus grande capitalisation, c'est des ratios financiers, comme je disais. Alors, court-bénéfice, normalement, va être extrêmement important. Après le court-bénéfice, on va avoir là, ce qu'on appelle le cash flow et le free cash flow, les fonds discrétionnaires, les flux monétaires libres. Euh, Toutes ces données-là se retrouvent là, et se rejoignent dans une grande mesure. Là. Ultimement, ce que ça nous donne comme chiffre, c'est comment d'argent la compagnie fait. Et à partir de là, ben, tu es capable de voir ce que tu vas investir. Alors, ce genre de données-là, puis des données supplémentaires, là, On, le dividende qu'on peut te verser, la dette que la compagnie va avoir, sont, je dirais, les gros sujets extrêmement importants pour les grandes entreprises. Tu avais parlé en pré-entrevue, lorsqu'on s'était parlé il y a quelques semaines, de Peter Lynch. Moi, je connaissais pas ce gars-là, puis je trouve ça intéressant. Je veux que tu en parles. Qui est Peter OK. Ben, Lynch? Peter Lynch, c'est intéressant. C'est un des gestionnaires de fonds mutuels, là, parmi les plus connus, un des plus célèbres, qui a géré le fonds Magellan. C'était le plus gros fonds mutuel Ouais. aux États-Unis. Énormément d'argent. Donc, M. Lynch lui-même a fait énormément d'argent. Et sa logique était justement de dire, moi, je fais des investissements que je comprends dans des entreprises que je connais. Et évidemment, là, il y a un pouvoir qu'on n'a pas tous, mais ce qu'il faisait, c'est physiquement d'aller dans les usines. Il rentrait carrément dans l'usine, évidemment sur invitation de la compagnie, se promenait et regardait comment ça fonctionnait, si c'était à son goût. Donc, à partir de là, il y avait une vraie vision de ce qui s'y fait. Plus tard dans sa carrière, c'était drôle, rendu un peu plus vieux, il disait, écoutez, je suis moins en forme, je me déplace moins. Il dit, maintenant, ce que je fais, je reste à la maison et j'attends que ma femme rentre. Et quand elle rentre, je regarde les sacs avec lesquels elle revient du centre Hmm. d'achat et j'achète ces compagnies-là. Et la logique est très vraie. Là. Si tu as des entreprises avec lesquelles tu te sens à l'aise et que tu es capable de voir, souvent, je vais avoir des commentaires d'analystes et ce que l'analyste fait, ben, c'est carrément ce qu'il va voir. Il rentre dans les magasins. À titre d'exemple, là, du côté américain, chez Ross, c'est un peu un concurrent de Marshall et Winners chez nous. Alors, chez Ross, le type est rentré en Floride, en Californie, à New York, est allé voir et il dit, quand je rentre, je me rends compte que les inventaires sont à peu près à 30 de ce que c'était avant la COVID. Ils sont vidés d'inventaire, ils n'ont pas beaucoup de produits à vendre. Alors, il était capable de nous dire, ça ne va pas très bien. Bien, c'est d'aller voir directement, parce que Ross, c'est une bonne compagnie, ça va bien, mais on n'est pas toujours au C'est courant des ça. détails. Quand tu es capable de voir directement, même chose quand tu vas regarder là, pour l'ensemble des entreprises, exemple dans le secteur du pétrole,
ben c'est pas compliqué de voir que le prix monte à la pompe et qu'ils font bien de l'argent. Alors, il y a des choses où tu n'as Ouais. pas besoin d'être un spécialiste. Là. Je ne suis pas capable de t'expliquer la différence entre du Ouais. suprême et du régulier, personnellement, dans le pétrole. Là. Moi Mais non quand plus. je, mais quand je vois Tinky et que je vois ce que je lui donne, je me rends compte qu'ils font probablement plus d'argent que quand je payais la moitié moins cher Ouais. Ouais. il y a de cela 1 an ou 2. Puis il y a le domaine manufacturier aussi où des fois tu peux aller dans le parking puis checker s'il y a 1 ou 2 ou 3 chiffres. Là. C'est pas un toi chiffre de qui as fait soir, ça? puis un chiffre de soir puis un chiffre de nuit. Non, c'est un conseiller financier avec qui je Ok, travaillais. c'est ça. Puis on avait acheté des actions d'une compagnie au Québec. Puis il s'était déplacé, aller voir dans le parking puis parler aux employés comment ça allait. Puis tu sais, ultimement, c'est tellement simple à faire, mais tu sais, il faut prendre action, de prendre son auto, aller faire une coupelle d'heure des fois d'auto, puis d'aller voir sur place. Mais tu sais, quand l'employé dit « Ah non, ça vire à fond de train, on est sur 3 Ouais. chiffres, on a de la misère à recruter parce qu'on a tellement de contrats. » Tu sais, je veux dire, ça ment pas tellement. Puis des fois, sur Internet, on peut être un peu biaisé par ce qu'on lit, mais je pense qu'il n'y a rien de plus vrai que ce qu'on constate de nos propres yeux ou bien de la bouche des gens qui travaillent là. Mais on peut se tromper aussi parfois. Là, je veux dire, c'est Ben, pas c'est parce sûr. qu'on se déplace tu sais, dans une entreprise en particulier où il y a plusieurs commerces. Non, non, mais ça, c'est une méthode d'analyse. C'est Ça, ça, c'est une exact. méthode d'analyse peut-être un peu simpliste, Ouais. mais je pense qu'il doit faire partie d'un éventail Ouais. de choses qu'on doit faire pour analyser un titre, là, c'est bien certain. Peter Lynch le faisait. Oui. Puis c'est pas quelque chose à négliger. Parce qu'habituellement, visiter une entreprise, c'est fait quand l'entreprise décide de nous le présenter. Et j'ai jamais vu une entreprise, une seule dans toute ma vie, où faire un porte ouverte où elle se présentait pas bien. C'est pas ce que tu cherches nécessairement, là. Ouais. Moi, ce que je veux, c'est le pire des scénarios. Je rencontrais aussi souvent des présidents d'entreprise à l'époque, et c'est toujours ce que je lui demandais. Raconte-moi pas ce qui va bien, ça, j'en ai pas de problème. Ça va être merveilleux, on va faire des millions, tout le monde, là. Qu'est-ce qui pourrait accrocher dans ton affaire? Ça pourrait être quoi ton problème? Ce que j'ai le plus aimé, c'est une fois que j'en ai eu un président d'entreprise qui est venu nous voir et qui m'a dit « Steve, ma compagnie ne fera rien de bon pendant 2 ans. » Hein? Comment ça, les actions font rien de bon? C'est un peu, je trouve ça un peu paradoxal, là, parce qu'habituellement, ils viennent tous me dire que ça va bien aller. Il me dit, je ne peux pas te mentir, mes concurrents vendent à perte. Ils en ont pour 2 ans avant de faire faillite. Et ils le voyaient faire et c'était carrément là où on allait. Alors, il faut que tu regardes plusieurs réalités autour pour bien comprendre ce qu'il en est. Et oui, souvent, c'est de chercher des pistes à côté. Plutôt que j'aurais le goût de dire, c'est un peu paradoxal, mais plutôt que de regarder ce qui nous saute aux yeux et ce qu'on veut nous montrer. Ouais. Oui, parce qu'on voit beaucoup de ce temps-ci, là, à cette heure, avec les nouvelles technologies, c'est des suivis de population sur Google. Ah ouais. Tu peux suivre, voir si des gens... Voir des effectivement, masses se déplacer. Des gens qui vont se déplacer, par exemple, savoir s'il y a des sujets qui ont été cherchés, s'il y a des magasins Ouais. qui ont été plus Ah, ouais. visités. Alors, Ouais, tu as ouais. toutes les données analytiques de Google et autres, là, qui font en sorte que tu as des données supplémentaires sur toutes sortes de domaines. Alors, l'idée, c'est toujours d'aller chercher une information, j'aurais le goût de dire, que la compagnie ne te donne pas. Si elle te la donne, ça vaut ce que ça vaut. Ça ne veut pas dire que c'est faux, mais Ouais. ça vaut ce que ça vaut. Une compagnie qui te dit ça va bien, notre usine roule bien, mais comme dans ton exemple, tu passes et tu te rends compte qu'à 5h30, il n'y a pas un char dans le parking. Ouais. Fait que C'est peut-être pas c'est aussi bien que le président le pensait. Si on résume, si je comprends bien, notre opinion peut vraiment valoir quelque chose dans une entreprise cotée en bourse. Là. C'est pas que les chiffres qui Ben, je pense comptent. que si on fait bien nos devoirs, Ouais. ça vaut quelque chose. Puis je reviens à ce que tu disais, l'exemple de Peter Lynch qui regardait les sacs de Ouais. sa femme. Ça me fait penser, tu sais, des fois, il y a une nouvelle compagnie, on va dire un nouveau réseau social qui sort, puis ça se présente extrêmement bien, mais que les gens embarquent pas. Mm. Mais que ça se présente super bien. Tu sais, ça reste que le consommateur a toujours raison. Fait que, tu sais, si c'est pas devenu on va le dire en anglais, une trend, puis que tu vois pas ça partout, ben les chances sont que ça va peut-être s'écraser, là. OK. Mais tu sais, des fois, on se met à nous-mêmes parce que la présentation est tellement belle, l'emballage Ben- est tellement beau, on s'emballe, ça va être la nouvelle affaire. Mais si les gens en parlent juste pas, puis il n'y a pas un mouvement autour de ça, je suis désolé, mais moi, je n'investirais pas là-dedans. Ben 100%. Mais tu sais, c'est facile à dire, mais des fois, on entend souvent ça, des gens qui sont excités par leur propre opinion, sont perdus dans leur opinion parce qu'ils pensent que c'est bon. Ils en parlent à tout le monde, mais si le monde n'embarque pas, ben c'est le marché qui a raison, là. Mais là, en même temps, c'est parce qu'il faut se fier, faut se demander, est-ce que les gens vont embarquer en se faisant notre propre opinion? À un moment donné, tu sais, moi, mettons, je m'y connais pas nécessairement beaucoup en investissement boursier, par exemple. J'ai des investissements dans quelques entreprises. Puis, OK, peut-être que c'est une erreur, mais en même temps, là où je vais chercher mes réponses, c'est Ouais. sur Internet, par exemple, je vais lire sur le sujet, là, je vais voir, est-ce que les gens embarquent, est-ce que les gens n'embarquent pas? Ben, j'ai l'impression que là où tu t'en vas, c'est que, tu sais, avoir son cercle de compétences puis connaître nos investissements, c'est très large parce que ce que je comprends d'une entreprise, ben Steve va en savoir 100 fois Ben, c'est plus. ça. Puis lui, il va penser qu'il en connaît pas beaucoup, mais
Puis moi, par rapport à lui, je veux dire, il connaît tout. Fait que, tu sais, rendu là, c'est avec quoi on est confortable, puis avec quoi on est justement confortable de dire que j'achète cette action-là et je suis confortable de la détenir pendant quelques semaines, mois, années. Mais moi, ce que je regarde, là, c'est que, premièrement, l'entreprise fait-tu de l'argent ou elle a-tu un fort potentiel de faire de l'argent? Si elle fait déjà de l'argent, est-ce qu'il y a une croissance soutenue des ventes? Mm. Est-ce qu'année après année, les graphiques sont à la hausse, les profits sont à la C'est hausse? ça. Je regarde beaucoup les gens qui dirigent l'entreprise. Tu sais, juste de googler des noms, tu sais, s'il y a déjà eu des scandales sur ces gens-là ou des tracas financiers, on le voit tout de suite. Fait que tout de suite, là, tu te dis, ben, c'est ces gens-là qui mènent le bateau. Fait que des fois, ça peut être facilement un oui ou un non. Mais des gens, des fois, qui vont, un peu comme Elon Musk, qui vont sortir du lot puis qui vont être des grands, grands visionnaires. Moi, j'ai tendance à investir beaucoup plus dans une personne que l'entreprise. Fait que, tu sais, tout ça pour dire que tu sais, si l'entreprise fait de l'argent, il y a une croissance, elle est aidée par une bonne équipe, une belle équipe de direction, ils ont une vision, ils communiquent bien leur vision, ils communiquent bien où ils veulent s'en aller. Pour moi, c'est des indicateurs de base Ouais. qui me rassurent pour faire mon investissement, là. Puis je veux y revenir aussi là, parce que je pense qu'on en avait déjà parlé dans la saison 1, mais ce qui peut nous aider, c'est d'avoir un portefeuille qui est diversifié aussi pour pas tomber dans le piège de ben on investit dans la même catégorie, on pense que c'est notre cercle de compétences finalement, mais on se fait avoir, on a mettons 12 actions dans 12 compagnies différentes, puis finalement ça tombe à plat. Oui. Ben, il y a un gros problème avec le cercle de compétences, de connaissances, pardon. Ouais. À faire assez attention. Il y a eu une étude qui avait été faite par un agent de la CIA à l'époque. Ouais. Et ce qui démontrait de façon très claire, c'est que lorsque tu as 4, 5, 6 critères Mhm. pour prendre une décision, ta décision va normalement être pratiquement aussi bonne que si tu en as 40. OK. Mais tu vas être beaucoup, beaucoup, beaucoup moins confiant dans ta décision. C'est-à-dire que si tu connais énormément ton placement, ce n'est pas nécessairement positif non plus. Un peu comme tu disais, Oh, tu ouais. avais 4-5 points importants. La compagnie est trop endettée, elle fait-tu de l'argent? Il y a quelques domaines comme ça. D'en savoir plus, c'est que tu penses que tu es un grand spécialiste Ouais. et tu penses que tu en C'est sais ça. plus, Ouais. mais le marché, le monde est incertain. Je ne sais pas, moi, dans plusieurs domaines, là, si je regarde dans l'automobile, Mhm. d'avoir une idée de ce que GM fait, des investissements qu'ils font pour essayer de concurrencer Tesla dans les voitures électriques, c'est important, puis je m'intéresse à tout ça. Mais j'ai peut-être pas besoin de savoir que leur dernier petit modèle, qui est le moins vendu, essaye présentement des nouveaux freins qui pourraient peut-être être plus performants l'année prochaine puis lui permettre de sauver 32 sur chaque C'est voiture ça. en étant meilleur. Non, mais la décision ne sera pas plus forte. Là. Ouais. Ça ne changera rien au fait que leur fonds de pension est sous ou financé d'1 milliard qui aurait 10 fois plus d'effet que ce que les freins vont faire. Alors, l'idée, c'est d'avoir une connaissance de l'entreprise des points importants. Donc, point important, je dirais 2-3 points financiers dans chaque cas. Es-tu trop endetté? Fais-tu de l'argent? Des choses comme ça. Et les produits de base. Mais le produit, je ne serais pas capable de bâtir un iPhone demain. Mais Ouais. je comprends pas mal de quoi ça a l'air, comment c'est fait, puis je me rends rapidement compte que pas mal tout le monde l'aime plus que les autres marques quand ils en ont un. Et donc, ça va continuer d'être solide. Hey, moi, j'ai changé mon fusil d'épaule là, il y a quelques mois. Euh, je pense que c'est le président de Berkshire Hathaway qui avait dit ça, là, parce que je veux dire son Monsieur nom. Buffett? Monsieur Buffett, il avait dit ça. Il a dit investis dans l'optique où tu vas garder le titre toute ta vie. Puis Mm. ça a beaucoup résonné dans ma tête parce que, tu sais, des fois, dans mon portefeuille, j'avais des compagnies que je détenais, mais tu sais, je me disais, À un ça moment va donné, je mal. vais la vendre. Non, mais Non? des fois, ça commençait à aller mal, le titre descendait, puis tu sais, je venais stressé, puis d'autres titres comme, mettons, Mastercard ou Visa, que je me dis, ça, ce titre-là, je veux l'avoir toute ma vie. Ouais. C'est plugué avec la consommation, on ne consommera pas moins. Ça me crée zéro stress, ça me crée zéro préoccupation. Fait que là, j'ai vraiment épuré mon portefeuille. Puis je suis allé vers des compagnies ou des ETF indiciels où je me dis, pour le reste de ma vie, là, je suis confortable de garder ça, puis j'ai zéro stress. Ouais. Puis depuis ce temps-là, on dirait que ma vie va mieux. C'est le fun. Fait Hein? que ça, je pense que c'est une track c'est une piste que je vais continuer à suivre. Ouais, c'est ce que j'ai fait aussi parce qu'à un moment donné, moi, je ne suis pas un professionnel. Puis j'ai suivi vos conseils. J'y vais vers la simplicité, les fonds également. Puis je suis comme certain de ne pas manquer mon coup. Tu sais, là, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui investissent à la bourse, puis tout ça. Ouais. Puis, tu sais, quand on commence, souvent, on n'a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Mais quand ça se met des fois à aller mal, puis qu'on est stressé parce que, comme je disais tantôt, c'est pas un titre qu'on veut garder toute notre vie ou qu'on serait confortable à garder Ouais. pour toujours, ça impacte notre journée de travail. Puis, tu sais, des fois, tu es dans un domaine où il faut que tu sois concentré parce que tu fais un show live, par exemple, ou tu es dans un travail manuel, puis que si tu fais pas attention, tu vas te couper un doigt. Fait que, tu sais, d'être confortable avec ses actions
peux éviter bien des drames. Ben Ou oui. bien des fois, tu sais, un esprit qui est ailleurs, qui fait que tu es moins performant dans ton travail, ce qui fait que des fois, tu peux perdre ton emploi ou faire moins d'argent. Fait que tu te concentres des fois sur très peu d'argent à la bourse versus ton revenu principal, qui Ouais. est ce que tu fais. Fait que ça, je commence à le voir là, dans les gens que je connais qui se sont lancés à la bourse, que leur focus a changé, puis il me semble que ça va... l'élastique, quand elle va péter, ça va faire mal. Là. Ben, ce que tu dis est intéressant parce que les gens, pour plusieurs, viennent à la bourse souvent au début avec juste une ou deux idées en tête. Un petit stock dont ils ont entendu parler par un Ouais. beau-frère, ils pensent mettre le Ouais. 3000 pièces là puis que ça va doubler. Éventuellement, ça recule un peu. Et là, ben, je dirais, c'est souvent ce qu'on voit dans l'industrie, tu as deux choix. Soit que tu apprends et tu découvres qu'il y a des titres comme ceux dont tu parles que tu garderais peut-être plus longtemps ou peut-être même toute ta vie comme un Visa ou Mastercard. Et là, tu te rends compte que d'avoir une majorité de tes titres dans des affaires comme ça, tu dors bien. Ça n'empêche pas d'avoir une petite partie quand tu as un portefeuille suffisamment gros pour aller peut-être vers du plus spéculatif, vers quelque chose qui pourrait C'est soigner ça. plus, mais pas pour une trop grande partie. Le problème des gens, souvent, c'est qu'ils mettent une énorme partie, voire tous leurs actifs là-dedans. Quelqu'un s'est fait dire que par son beau-frère qui a acheté des bitcoins, qui a fait bien de l'argent, veut en faire Ouais. lui aussi en achetant le même bitcoin. Ça se Un peut. timing qui est différent en Ben, plus. c'est ça se peut que Ouais. ça marche ou pas, mais là, tu vas acheter quelque chose que quelqu'un te dit moi, j'ai tellement fait d'argent depuis que je l'ai acheté que je suis quasiment sur le bord de le vendre, peut-être. C'est un peu paradoxal. Alors que les entreprises, comme tu disais, que tu pourrais, je dirais pas les garder à vie comme Visa, parce qu'il n'y a personne qui peut te garantir que Puis PayPal tu- ne mettra pas Visa en Puis faillite tu m'as demain. dit avant l'émission que toute compagnie est vouée à faire faillite. Ouais, c'est à un ça. certain moment Ouais, donné. ça, T'es ça, ça, optimiste. ça, c'est un bout un peu particulier. Là. Ouais. La bourse monte tout le temps. La preuve, on est toujours à des nouveaux records là, récemment. Mais la plus grande majorité des compagnies ont tendance à disparaître ou à fortement rapetisser. Je veux dire, à l'époque, dans les années 70, on a parlé des Nifty 50. C'était 50 entreprises qui seront là éternellement, sont pratiquement toutes disparues, Polaroid Ah, en ouais. tête. Mais je veux dire, Polaroid a eu le temps de se faire battre par Kodak, qui a eu le temps de se faire battre par Canon, qui a eu le temps de se faire battre par Apple. On ne l'avait pas vu venir, celle-là. C'est le Non. téléphone qui battrait l'appareil photo. On est rendu là. Alors, Polaroid ne devait pas mourir jamais puis exister toute sa vie. On est déjà rendu à 3 joueurs qui ont été battus par Apple dans le même secteur. Avec un téléphone. Comment t'appelles ça, le Ninety 50? Les Nifty 50. C'est comme Les, cin- c'était les 50 plus grands. Les 50 solides, là, ouais. C'est comme un peu le S&P 500. Oui, mais de 50. Ils ont comme sorti à peu près 50 OK. grosses compagnies. Comme on pourrait le faire aujourd'hui ou comme on regarde au Canada, le TSX 60. Là. Oui. C'est pas mal les 60 plus grosses compagnies. Ah. Tout ça, c'est des compagnies éternelles. Bon, oui, c'est des compagnies qui vont être là longtemps. Mais éternel est un grand mot. Je veux dire, je pense à Facebook. Là, la plupart des gens pourraient dire Facebook, c'est fort, c'est riche, c'est incroyable. Oui, mais demain matin, si on s'en va dans le métaverse, parce que Facebook s'appelle maintenant Meta Platform, ben oui. ben, si on s'en va dans le métaverse, c'est peut-être Roblox qui va créer le premier métaverse, puis peut-être Microsoft qui va en faire un meilleur, puis je ne connais pas ça, puis je ne sais pas où ça va aller, mais il y a peut-être de la place pour 5 métaverses dans le monde, puis Facebook en sera peut-être pas un. Mais le jour où tu vas pouvoir aller discuter avec Socrate puis aller avec Elvis en hologramme, non, mais ça va peut-être être plus le fun que de voir une photo d'Elvis sur ton Facebook plate qui va nulle part, puis ton petit Instagram. Alors, ça se pourrait que Facebook et Instagram, c'est, je veux dire, MySpace, ça s'appelait. J'ai pas bien connu ça à l'époque. Là, Ah, mais, moi, C'est je suis MySpace, trop ouais, jeune. je te Voilà. confirme, c'est MySpace. Bon, ben MySpace devait être le champion. Je veux dire, à MySpace. travers le temps, moi, j'ai vu Netscape, là, ça dit pas grand-chose Ouais, à grand j'ai connu monde. ça aussi, ouais. Internet Explorer l'a éliminé. Ils ont été poursuivis, ils ont payé 1 milliard, mais ils en ont fait beaucoup plus que ça du côté de Microsoft. Alors, il y a un paquet d'entreprises qui finissent par reculer, qui finissent par avoir leurs problèmes. BlackBerry, si on regarde chez nous. Nortel, c'est la plus grosse compagnie au monde, c'est tombé. GE, ça valait 600 milliards. En date d'hier, on nous a annoncé qu'on allait se séparer en 3 entreprises différentes. La majorité des entreprises finissent par avoir des problèmes. C'est un peu plate. Là. Super. Hey, si on fait un court Ouais. résumé de tout ce Un qu'on wrap. de tout ce qu'on a appris, cercle de compétences, regardez les indices de base d'une compagnie. Fait-tu de l'argent? Y a-t-il Ouais. une croissance? La gouvernance, ça ressemble à quoi? Mhm. Pas d'excès de confiance, trop rechercher une entreprise, trop rechercher sur cette entreprise-là. Des fois, on nous met des œillères qui fait Mhm. qu'on tombe dans le panneau. J'en oublie-tu? Steve? Zone de confort. Non, c'est bien. Puis c'est ce qui fait qu'on va être capable justement de tolérer les grandes variations puis les problèmes, de connaître son entreprise, de se sentir à l'aise. Tu sais, Ouais. si tu regardes Couche-Tard puis tu dis, bon, ben Couche-Tard, moi je les aime bien, ils sont partout, ils n'ont pas de problème, ils ne ferment pas vraiment de dépanneur, ils continuent d'en ouvrir ailleurs, la compagnie est bien gérée, ils font de l'argent, ils ont réduit la dette. Ben, ça se peut que ça aille mal, ça se peut que les actions reculent, ça se peut qu'ils vendent plus de pétrole parce que tout le monde a une voiture électrique, puis qu'ils perdent bien de l'argent, puis qu'ils vendent moins de chips. Tout est possible. Mais avant qu'ils s'en aillent en faillite, non, mais tu sais, avant qu'ils s'en aillent en faillite demain, Couche-Tard, si tu le guettes un peu, tu as le temps de voir venir, puis de comprendre, un peu comme tu disais avec Visa. J'ai un scénario où Visa pourrait tomber en faillite parce que PayPal va complètement les planter parce que Visa coûte trop cher.
Mais j'ai pas de scénario que Visa, à moins d'une fraude majeure, tombe en faillite demain. Là. C'est ça. Mm. Si ça devait arriver, je vais avoir le temps de le voir venir, puis j'aurai le temps de m'acheter un peu de PayPal si c'est lui qui devient le gagnant ou Square pour me faire un portefeuille équilibré. Fait que j'aurai une vieille financière puis une nouvelle. Je ne serais pas trop mal. Alors, c'est un peu l'idée de te diversifier, mais essayer de toujours rester quelque part où tu connais un peu ton sujet, ce qui fait en sorte que tu vas pouvoir te comporter de façon logique. Tu vas pouvoir tolérer là, une volatilité très forte. Merci beaucoup, Steve Deschênes, comme d'habitude, toujours très pertinent. On risque de se revoir pour un autre podcast également. Merci beaucoup, Sam, puis aux auditeurs, merci beaucoup également. On se dit à la prochaine pour un autre épisode de Garde le change. Ciao!